Il est des destins que l'on croit connaître parce qu'ils brillent sous les projecteurs, parce qu'ils défilent dans nos mémoires, comme des images parfaitement lissées d'un cinéma disparu. Pourtant, derrière la lumière crue des plateaux et des objectifs, derrière les sourires immortalisés sur pellicule, il existe souvent une histoire humaine plus fragile, plus déchirante, plus vibrante que tout ce que la fiction peut inventer. La vie de Michel Morgan et Simone Renée Roussel appartient à cette catégorie de destin qui vous serre le cœur. Une existence que l'on imagine faite d'or et de victoire, mais qui, à bien des égards, fut une longue bataille entre l'espoir et la douleur, la lumière et l'ombre, la gloire et la solitude. Une vie terminée dans le silence, presque furtivement. Un 20 décembre 2016, alors que le monde avait cessé depuis longtemps de s'interroger sur la profondeur réelle de son regard, Michel Morgan a souvent raconté son enfance comme une succession d'impressions, une maison simple, des rires parfois, le sentiment diffus d'être différente. Elle naît le 29 février 1920 à Neuilly-sur-Seine dans une famille modeste, loin des illusions dorées des studios. Son père, un modeste employé, peine à joindre les deux bouts. Sa mère, femme discrète, tente de maintenir l'équilibre fragile d'un foyer où l'avenir semble toujours incertain. C'est dans la fragilité de ses premières années que la jeune Simone découvre que la vie ne lui fera pas de cadeaux. Souvent, elle se sent de trop sensible, trop rêveuse, trop prête à s'évader. Mais c'est précisément cette capacité à s'extraire du réel qui va la sauver. Lorsqu'elle regarde par la fenêtre les ombres des passants, elle imagine déjà des vies parallèles, des destins possibles. Elle ne sait pas encore qu'elle deviendra cette silhouette aux yeux d'éternité, mais elle sait déjà qu'elle refuse l'invisible. Dans ses souvenirs, elle dira un jour « Je suis devenue actrice parce que je ne supportais pas ma vie. J'en voulais une autre ». C'est peut-être là, dans cette phrase simple et poignante, que réside toute la vérité de sa vocation. Le tournant arrive au début des années 1930. La France s'enfonce dans une crise économique qui frappe de plein fouet les classes modestes. Le père de Simone perd son emploi. La famille se retrouve soudain sans ressources. L'atmosphère à la maison devient lourde, presque étouffante. Elle a 14 ans à peine, mais elle comprend déjà que sa survie dépendra de sa capacité à s'arracher à ce quotidien qui l'épuise. Elle décide alors de quitter le foyer familial pour Paris. Elle n'a rien, ni argent, ni contact, ni expérience, sinon une détermination brute, presque animale. Cette décision, incompréhensible pour une adolescente, scellera pourtant tout son avenir. Elle trouve refuge dans une petite chambre mansardée, rue de la Convention, qu'elle peut à peine se permettre. Elle y tremble parfois de froid, mais pour la première fois, elle respire. À Paris, elle découvre les théâtres, les salles obscures, le monde fascinant des acteurs. Elle observe, elle écoute, elle apprend. Elle n'est encore qu'une silhouette parmi tant d'autres, mais dans son regard se lit une intensité qui ne trompera personne. C'est à l'école du Vieux-Colombier qu'elle commence véritablement sa formation de comédienne. Elle travaille dur, avec une discipline presque militaire. Certains camarades se moquent de son sérieux, d'autres de sa timidité, mais elle avance imperturbable. Un jour, un professeur remarque la profondeur singulière de ses yeux. « Vous, mademoiselle Roussel, vous ne jouez pas, vous ressentez. » Cette phrase, anodine pour beaucoup, fut pour elle un électrochoc. Pour la première fois de sa vie, on reconnaissait sa différence comme un talent, non comme un handicap. Pour vivre, elle multiplie les petits emplois. Figurante, habilleuse, serveuse parfois, chaque franc qu'elle gagne est une victoire. Elle sait que le chemin sera long, mais elle ne doute pas un instant. Sa vie, elle en est convaincue, commence ici. Tout change lorsqu'elle rencontre Willy Rosier, réalisateur visionnaire mais sévère, qui lui propose un petit rôle dans Gribouille, 1937. Ce n'est pas grand-chose, mais c'est suffisant pour que le réalisateur Marc Allégret la remarque. C'est à cet instant précis que Simone Renée Roussel cesse d'exister pour devenir Michel Morgan, un nom clair, simple, presque musical, un nom d'actrice, un nom de légende. Allégret lui offre le rôle qui la propulsera vers les sommets. Celui de Nelly dans Le Quai des Brumes aux côtés de Jean Gabin. Lorsque Gabin prononce devant elle la phrase devenue célèbre « T'as de beaux yeux, tu sais », Michel bascule dans l'éternité. Ses yeux immenses, d'un bleu troublant, deviennent une icône française, mais personne ne sait, à ce moment-là, que derrière ce regard hypnotique se cache une jeune femme profondément fragile, hantée par l'idée qu'elle ne mérite pas ce succès. Personne ne devine non plus que cette fulgurante ascension aura un prix, celui d'une enfance sacrifiée,
d'une adolescence volée, d'une vie privée marquée par l'instabilité et les drames. Le succès, Michel le vit d'abord comme une récompense, puis comme une cage dorée. Elle est adulée, sollicitée, photographiée. On la couvre de compliments, on lui promet monts et merveilles, mais au fond d'elle, l'enfant qu'elle était, abandonnée trop tôt à elle-même, ne sait pas gérer cette avalanche de lumière. Très vite, elle comprend que sa beauté n'est pas un simple atout. C'est une arme que le public utilise pour l'idéaliser, mais aussi une prison qui l'empêche d'être vue autrement. Elle dira « On aimait mes yeux, mais on ne voyait pas ma douleur ». À la veille de la Seconde Guerre mondiale, Hollywood la réclame. On l'imagine déjà comme la rivale de Greta Garbo. Mais Michel n'est pas prête. Le continent qui l'attend la fascine autant qu'il l'effraie. Et surtout, au moment où elle croit toucher le rêve du bout des doigts, le monde bascule dans le chaos, la guerre éclate. Le cinéma français est à l'arrêt. Comme beaucoup d'artistes, Michel décide de s'exiler pour continuer à travailler. Elle embarque alors pour les États-Unis, laissant derrière elle une France devenue méconnaissable. Elle ne parle pas la langue, elle ne connaît personne. Elle se retrouve isolée, perdue, déracinée. Hollywood, loin du glamour qu'on imagine, se révèle être une jungle où seuls survivent les plus agressifs, les plus ambitieux, les plus prêts à trahir pour avancer. Michel, elle, refuse les compromis. Elle refuse d'adapter son accent. Elle refuse les rôles qu'on lui propose et qui ne lui ressemblent pas. Elle refuse de devenir un cliché d'actrice étrangère. Elle comprend que Hollywood ne l'aime pas pour ce qu'elle est et qu'il aide, mais pour ce qu'elle représente. Elle tourne quelques films, mais rien qui la marque vraiment. Le rêve américain se délite sous ses yeux. Elle dira plus tard « À Hollywood, je me suis sentie plus seule qu'à 14 ans dans ma chambre mansardée. » Et en effet, la solitude devient son quotidien. La gloire ne protège pas du chagrin. Si Michel Morgan a laissé une empreinte indélébile dans l'histoire du cinéma, ce n'est pas seulement grâce à son regard mythique ou aux rôles iconiques qui ont marqué les époques. C'est aussi parce que sa vie privée a été une succession de passions bouleversantes, de ruptures dévastatrices et de blessures intimes qui ont sculpté la femme derrière la comédienne. L'amour fut pour elle à la fois la plus grande source d'inspiration et la plus profonde des souffrances. Un fil rouge tissé de tendresse, de nostalgie et de mélancolie, son histoire avec Henri Vidal, l'un des acteurs les plus en vue de l'après-guerre, est entrée dans la légende tant elle fut intense, fusionnelle et tragique. On dit que lorsqu'ils se croisent pour la première fois sur un plateau, le monde autour d'eux s'arrête. Michel voit chez lui une fragilité qu'elle reconnaît instinctivement, une solitude profonde qui résonne avec la sienne. Lui, de son côté, tombe immédiatement sous le charme de cette femme aux yeux si expressifs qu'il semble tout comprendre, tout absorber, tout pardonner. Leur amour est immédiat, presque violent. Ils s'aiment comme deux écorchés qui espèrent trouver dans l'autre la force de guérir. Mais la vie, toujours cruelle avec les âmes sensibles, leur réserve un destin brisé d'avance. Henri, beau, talentueux, charismatique, est aussi rongé par des démons intérieurs, une vulnérabilité extrême, une tendance à l'autodestruction, un rapport difficile à la célébrité. Les tournages l'épuisent, la pression l'écrase, et les dépendances qu'il développe deviennent un secret connu de tous. Mais tu par la plupart, Michel, fidèle, loyal, l'aime avec une intensité presque douloureuse. Elle l'aide, elle le soutient, elle le protège contre le monde, mais elle ne peut le protéger contre lui-même. Leur mariage, célébré en 1949, fut un moment de bonheur suspendu, un rêve fragile qui se fissurait déjà. Avec le temps, les crises se multiplient. Henri s'enfonce dans une spirale sombre. Les disputes deviennent fréquentes, les réconciliations déchirantes, les silences plus lourds que les mots, elle dira plus tard, dans une confession bouleversante « J'ai aimé Henri comme on aime un naufragé, mais je ne savais pas nager assez bien pour nous sauver tous les deux. » Lorsque Henri Vidal meurt en 1959, à seulement 40 ans, d'un arrêt cardiaque lié à ses excès, Michel s'effondre. Sa disparition laisse en elle une blessure qui ne guérira jamais vraiment. Elle perd non seulement un mari, mais l'homme qui avait compris ses fragilités les plus profondes. Elle continuera de parler de lui avec une émotion intacte, même des décennies plus tard. Après la mort de Vidal, Michel Morgan tente de se reconstruire en se plongeant dans le travail. Elle retourne à Hollywood, espérant retrouver une lumière qu'elle avait fuie autrefois, mais le rêve américain est sans pitié.
Les studios voient en elle une actrice européenne élégante, sophistiquée, mais difficile à modeler à leur image. On lui propose des rôles de femmes mystérieuses, souvent clichés, loin de la profondeur qu'elle souhaite incarner. Les producteurs veulent qu'elle devienne la nouvelle Greta Garbo, même mystère, même distance, même aura. Mais Michelle n'est pas Garbo, elle est plus douce, plus humaine, plus vulnérable. Hollywood, dans son cynisme, ne sait que faire d'une femme qui ressent si profondément. Elle se retrouve isolée, noyée dans un système où la compétition dévore tout, où les actrices se battent pour survivre, où la beauté est une monnaie qui se dévalue chaque jour. Elle écrira dans ses mémoires « À Hollywood, on ne m'a jamais demandé qui j'étais. On m'a demandé ce que je pouvais rapporter. » Cette réalité la brise, peu à peu, elle sombre dans une mélancolie qui ne la quittera jamais complètement. Le succès ne la rend pas heureuse. Il ne fait que creuser l'abîme entre la légende qu'elle incarne et la femme qu'elle est réellement. Après les tragédies de sa jeunesse et les illusions perdues d'Hollywood, Michelle rencontre Gérard Houry, homme de théâtre, cinéaste visionnaire et surtout complice de vie. Leur relation dure plus de 50 ans, un record dans le monde du cinéma, mais un amour loin d'être sans épreuve. Gérard est brillant, drôle, imprévisible. Il admire profondément Michelle et la respecte comme artiste. Il devient pour elle un pilier, un phare, une stabilité qu'elle n'avait jamais connue. Ensemble, ils forment un duo contrasté. Elle, la grande dame du cinéma dramatique, lui, le maître de la comédie à la française, l'homme derrière la grande vadrouille ou le corneau. Mais leur relation est aussi marquée par une grande complexité. Gérard Houry est déjà marié lorsqu'ils se rencontrent. Leur amour, bien que réel, doit se cacher, se protéger, se justifier. Cette clandestinité pèse lourd sur Michelle, habituée à vivre dans la lumière mais contrainte d'aimer dans l'ombre. Elle accepte tout par amour, les absences, la discrétion imposée, les compromis douloureux. Elle, qui avait tant souffert des incertitudes, se retrouve encore une fois dans une relation qui la fragilise. Pourtant, Gérard est aussi celui qui apaise certaines blessures anciennes. Il l'admire sans condition. Il la regarde avec cette tendresse rare que seule une vie entière partagée peut sculpter. Ils vieillissent ensemble, ils se soutiennent, ils se comprennent sans se parler. Mais la vieillesse est cruelle. Elle enlève peu à peu à Michelle ce qu'elle a de plus précieux, sa vitalité, sa lumière, sa capacité à rêver. Et lorsque Gérard meurt en 2006, c'est comme si la dernière flamme qui la maintenait encore debout s'éteignait brusquement. Après la mort de Gérard, Michelle Morgan s'éloigne du monde. Elle parle moins, sort moins, travaille moins, elle se retranche dans sa maison de Meudon, une demeure pleine de souvenirs, de photos, de lettres, de scénarios à annoter, de films qui n'ont jamais existé, d'instants volés. Elle reçoit encore des visites, parfois, des amis, des journalistes, des admirateurs, mais la plupart du temps, elle préfère le silence. Elle dira un jour à une amie proche « Je n'ai pas peur de mourir, j'ai peur d'avoir trop vécu ». Ses proches racontent une femme fatiguée, parfois absente, qui regarde le passé comme on regarde un film trop vu, mais auquel on refuse de tourner le dos. La gloire, autrefois étincelante, semble désormais n'être qu'un mirage lointain. Elle conserve pourtant son élégance, sa dignité, sa douceur, mais derrière ses yeux légendaires, on voit poindre une tristesse profonde, une lassitude qui ne dit pas son nom. Au fil des années, Michelle s'efface. Elle cesse d'accorder des interviews, refuse les hommages, décline les apparitions publiques, comme si elle comprenait que sa légende était déjà écrite et qu'elle n'y avait plus rien à ajouter. Le 20 décembre 2016, entourée de quelques membres de sa famille, elle s'éteint, sans bruit, sans flash, sans au revoir. La France pleure alors l'une de ses plus grandes actrices. Mais ce que peu savent, c'est que sa mort n'a pas seulement mis fin à la vie d'une artiste exceptionnelle. Elle a mis fin à une lutte intérieure de plusieurs décennies, une lutte contre la solitude, contre la mémoire, contre les fantômes du passé. Car oui, derrière les projecteurs, la vie de Michelle Morgan fut une succession de pertes, de sacrifices, d'amours impossibles et de deuils à répétition. Une vie qui aurait pu la briser 1000 fois, mais qu'elle a affrontée avec une dignité qui force l'admiration. La mort de Michelle Morgan, annoncée discrètement le 20 décembre 2016, a laissé un vide immense dans la mémoire collective. Pourtant, ce départ silencieux n'était que le dernier acte d'une existence où la lumière et l'ombre s'étaient longuement disputées la première place. Pour comprendre l'impact démesuré qu'elle a laissé derrière elle, il faut plonger dans ce que fut réellement son héritage.
Non pas seulement celui d'une actrice icône, mais celui d'une femme blessée, lucide, forte malgré elle, qui a transformé sa douleur en beauté. Un héritage composé de films mythiques, de regards inoubliables, de drames silencieux et de secrets profonds qui n'ont jamais totalement été révélés. On aime souvent croire que la légende de Michèle Morgan repose sur la beauté extraordinaire de son regard, immortalisé dans Le Quai des Brumes. Mais son héritage dépasse largement ce cliché. Son influence vient de cette capacité unique à unir fragilité et force, douceur et intensité, vulnérabilité et élégance. Dans chacun de ses films, elle n'a jamais joué, elle a ressenti. Et c'est exactement ce que le public a perçu. Derrière chaque sourire filmé, il y avait une ombre. Derrière chaque larme, un souvenir. Derrière chaque silence, une douleur qui ne demandait qu'à être entendue. Sa vie personnelle marquée par le deuil, la solitude, les amours impossibles, les renoncements, lui a offert une palette émotionnelle rare. Ce qu'on voyait à l'écran n'était pas une performance, c'était la vérité d'une âme blessée qui se livrait sans artifice. Elle dira un jour, lors d'une interview devenue célèbre, « Je crois que si les gens me comprenaient, c'est parce que j'ai trop souvent pleuré avant de jouer. » Cette phrase résume son génie autant que son drame. Le public français l'a adorée pendant plus de 7 décennies. Les critiques l'ont respectée, les réalisateurs l'ont idéalisée. Mais Michèle Morgan n'a jamais vraiment appartenu à personne. Elle cultivait volontairement une forme de mystère, non par prétention, mais parce qu'elle savait que la simplicité de sa vraie vie ne correspondait pas au mythe qu'on voulait projeter sur elle. Alors, elle donnait juste assez pour entretenir la flamme, mais jamais assez pour être consumée par les projecteurs. Les journalistes la décrivaient comme discrète, élégante, pudique, inaccessible. Pourtant, ceux qui la côtoyaient vraiment parlant d'une femme douce, drôle, parfois maladroite, et surtout profondément humaine. Une femme qui aimait les fleurs, les animaux, la peinture, les couchers de soleil, les lettres anciennes. Une femme qui avait besoin de calme et de silence pour survivre. Contrairement à d'autres stars, elle ne cherchait pas l'adoration du public. Elle cherchait seulement à être comprise. Et c'est peut-être pour cela qu'elle reste aujourd'hui l'une des rares actrices dont la popularité n'a jamais faibli, même après sa mort. Son héritage cinématographique est immense. Plus de 70 films, dont plusieurs chefs-d'œuvre, Le Quai des Brumes, 1938, La Symphonie pastorale, 1946, qui lui vaut un prix d'interprétation à Cannes et les Orgueilleux, 1953, Fortuna, 1960, L'étrange Madame X, 1951, Marie-Antoinette, reine de France, 1956, Le miroir à deux faces, 1958. Ces films ont traversé le temps avec une grâce intacte. Ils continuent de faire pleurer, de bouleverser, d'hypnotiser les spectateurs. Les écoles de cinéma montrent encore aujourd'hui ces scènes comme des exemples de sincérité émotionnelle parfaite. Mais le plus émouvant, c'est sans doute la façon dont elle parlait de son métier. Elle disait « Le cinéma m'a sauvée, mais il a aussi tout exigé de moi. » Et c'est vrai, sa carrière fut un refuge autant qu'un sacrifice. Chaque rôle représentait un morceau d'elle-même laissé derrière l'écran. Contrairement à beaucoup d'actrices, Michèle Morgan ne s'est jamais accrochée désespérément à la lumière lorsqu'elle a vieilli. Elle a accepté le passage du temps avec une lucidité touchante. Elle refusait les artifices, les opérations, les illusions de jeunesse éternelle. Elle disait « Je préfère la beauté du souvenir à la laideur de la peur ». Avec l'âge, elle s'est éloignée du cinéma, non pas par rejet, mais parce qu'elle estimait avoir déjà offert ce qu'elle avait de plus précieux. Elle consacre ses dernières années à la peinture, l'écriture, ses souvenirs, sa famille et un cercle très réduit d'amis intimes. Elle passait des heures entières dans son atelier à peindre des paysages mélancoliques, des silhouettes floues, des horizons sans fin, comme si elle y déposait les fragments de ses émotions. Elle ne voulait plus briller, elle voulait simplement exister. Comme toutes les grandes icônes, Michèle Morgan emporte avec elle des secrets, des vérités qu'elle n'a jamais voulu partager publiquement. Certaines rumeurs persistent encore, un amour impossible jamais officialisé, des blessures familiales jamais évoquées, des regrets profonds concernant des rôles refusés, un sentiment de culpabilité lié à la mort d'Henri Vidal, une solitude plus lourde qu'elle ne l'avouait, des projets artistiques abandonnés par peur de décevoir, mais elle n'a jamais confirmé ni infirmé ses secrets. Elle préférait laisser les zones d'ombre là où elles étaient, comme un voile protégeant son âme. Ses proches disent
qu'elle parlait beaucoup du passé, mais seulement du beau. Elle cachait le reste comme on range dans une boîte les objets trop douloureux pour être regardés. Sa mort survient sans scandale, sans drame médiatique. Juste un communiqué simple, pudique, à son image. Michèle Morgan s'est éteinte à l'âge de 96 ans. Le pays s'arrête un instant. Les chaînes diffusent ses films. Les journaux ressortent ses plus belles photos. Les générations plus jeunes découvrent celle qui a façonné l'esthétique de plusieurs décennies de cinéma. Mais derrière l'hommage national, il y a une réalité plus poignante. Ces dernières années furent marquées par une solitude profonde, une fatigue immense, un détachement presque total du monde extérieur. Elle est partie comme elle a vécu, avec élégance, discrétion, pudeur. Elle n'a pas voulu d'hommage grandiose, elle n'a pas voulu de cérémonie spectaculaire, elle n'a voulu que la paix. Aujourd'hui encore, Michèle Morgan demeure l'une des rares actrices dont l'aura reste intacte. Elle continue de toucher les cœurs parce qu'elle n'a jamais cherché à séduire gratuitement. Elle a offert au cinéma ce qu'il y a de plus rare, la vérité émotionnelle. Sa mort fut tragique, non par ses circonstances, mais par ce qu'elle symbolisait. La disparition de la dernière grande dame d'un cinéma qui n'existe plus. Un cinéma où les regards suffisaient, où les silences parlaient, où l'élégance n'était pas un artifice mais une manière d'être. Michèle Morgan n'a pas simplement marqué le cinéma, elle a marqué les êtres, elle a marqué les sensibilités, elle a marqué la mémoire collective. Elle laisse derrière elle un héritage immense, des films qui font pleurer, des souvenirs qui font rêver, et une vie dont la beauté se mêle profondément à la douleur. Oui, son destin est tragique. Oui, sa vie fut traversée de larmes. Mais c'est précisément cette fragilité sublimée qui fait d'elle, encore aujourd'hui, une légende irremplaçable. Il existe des destins qui ne cessent de jamais de vibrer, même longtemps après la disparition de ceux qui les ont portés. Michèle Morgan fait partie de ces êtres rares dont la beauté n'était pas seulement visible, mais profondément ressentie. Tout au long de sa vie, elle a illuminé l'écran avec une grâce presque irréelle. Mais derrière cette grâce se cachait une femme tourmentée, fragile, bouleversante de vérité. Et peut-être est-ce justement cette dualité, l'éclat et la douleur, la lumière et les ombres, qui fait d'elle une légende qui nous émeut encore aujourd'hui. Revenir sur son parcours, c'est comprendre à quel point le cinéma français lui doit plus qu'un simple regard devenu mythique. Il lui doit une sensibilité, une profondeur, un style d'interprétation que personne, avant elle, n'avait su composer avec autant de finesse. Michèle Morgan n'était pas une actrice qui jouait. Elle vivait chaque phrase, chaque silence, chaque souffle, et en cela, elle a laissé une empreinte indélébile, une cicatrice lumineuse dans l'histoire du 7e art. Mais au-delà de la star, il y avait la femme. Une femme qui a aimé passionnément, souvent trop fort pour se protéger elle-même. Une femme qui a souffert de la perte, du doute, de la solitude. Une femme qui, malgré ses fragilités, a affronté la vie avec une dignité presque royale. On retient d'elle son regard, mais ce regard n'était pas seulement beau, il était habité. C'est pour cela qu'il traverse les décennies sans jamais s'éteindre. La fin de sa vie, marquée par la solitude et le silence, peut sembler tragique. Mais Michèle Morgan avait toujours voulu contrôler son image, son histoire, sa lumière. Elle est partie comme elle avait vécu, sans bruit, sans scandale, dans une pudeur infinie. Elle a fermé les yeux, mais son regard, lui, reste éternel. Les générations d'hier, d'aujourd'hui et de demain continueront de tomber sous son charme, de pleurer devant ses films, de sentir leur cœur se serrer à chaque scène où elle semble dialoguer avec l'invisible. C'est cela, la vraie immortalité, survivre dans l'émotion de millions de gens. En contemplant l'ensemble de son parcours, on réalise que sa vie n'était pas seulement une carrière, mais une histoire profondément humaine, faite de batailles intérieures, de renaissance, d'amour, d'abandon, de gloire et de vulnérabilité. Elle nous laisse un héritage immense, des films, des images, des citations, mais surtout une émotion qui traverse le temps comme un fil tendu entre elle et nous. Aujourd'hui, en refermant cette histoire bouleversante, nous ressentons un mélange étrange, une tristesse immense, mais aussi une gratitude profonde. Tristesse, parce qu'une telle âme ne traverse la terre qu'une fois par siècle. Gratitude, parce que nous avons eu le privilège de la connaître, de l'admirer, de la voir vivre sous nos yeux. Michèle Morgan a quitté ce monde, oui, mais elle n'a jamais quitté nos cœurs. Car les véritables légendes ne meurent pas, elles changent simplement de lumière. Si ce récit vous a touché,
Si l'histoire bouleversante de Michel Morgan a éveillé en vous des émotions sincères, si vous aimez les portraits de vie profonds, sensibles et vibrants comme celui-ci, alors je vous invite du fond du cœur à soutenir notre travail. Abonnez-vous dès maintenant à la chaîne. Pourquoi ? Parce qu'en vous abonnant, vous permettez à ces histoires de continuer, à ces voix du passé de rester vivantes, à ces destins extraordinaires d'être racontés avec respect, passion et vérité. Sur cette chaîne, nous honorons les figures iconiques du cinéma, de la musique, de l'histoire et de la culture. Nous explorons les drames humains, les secrets oubliés, les amours tragiques, les victoires silencieuses. Nous vous offrons bien plus que des informations, nous vous offrons des émotions. Chaque vidéo est une invitation à ressentir, à réfléchir, à vibrer. Chaque histoire est racontée avec précision, humanité et profondeur. Votre soutien est essentiel. Il nous motive, nous inspire, nous pousse à aller encore plus loin. Alors, si vous souhaitez faire partie de cette communauté grandissante, si vous souhaitez recevoir les prochaines histoires en avant-première, si vous souhaitez que cette voix continue à donner vie aux destins oubliés, cliquez sur s'abonner, activez la cloche de notification et rejoignez notre famille d'émotions et de mémoire. Merci, du fond du cœur, d'avoir pris le temps de lire jusqu'au bout. Merci pour votre sensibilité, votre présence, votre fidélité. Merci de garder vivantes les étoiles qui ont façonné notre monde. Et n'oubliez jamais, les grands artistes ne disparaissent pas. Ils vivent à travers nous. À très bientôt pour une nouvelle histoire qui vous fera vibrer, réfléchir et peut-être verser une larme.